C'est peut-être l'un des phénomènes les plus troublants dans les relations humaines. Deux personnes peuvent partager les mêmes moments sans les vivre de la même manière. Chacun habite sa propre réalité émotionnelle. On continue à se voir, à échanger, à maintenir le lien. La relation se vit dans le visible, mais diverge dans l'invisible. C'est dans cet espace flou que naît ce que l'on pourrait appeler l'entre-deux relationnel. Un décalage discret entre deux manières d'habiter un lien pourtant partagé. La souffrance alors ne vient pas toujours du lien lui-même. Elle naît parfois de l'écart entre ce qu'il est et ce que l'on espérait y trouver. Aujourd'hui, dans Au cœur des relations, nous allons parler de ces relations où l'on est en présence tout en se sentant intérieurement seul. Nous allons poser des mots et donner des réponses concrètes. Comment gérer cet écart relationnel? Comment habiter lucidement un lien limité sans s'y perdre émotionnellement? Je suis Fatem Zahra Alami. J'explore les lignes invisibles qui traversent les relations humaines et ces décalages silencieux qui s'installent parfois au cœur même des liens les plus proches. L'entre-deux relationnel n'est pas un conflit. C'est une différence de perception que l'on n'ose pas nommer. C'est un espace difficile à vivre parce qu'il installe une forme de frustration silencieuse. La relation existe, mais elle ne rejoint pas ce qui est profondément important pour nous. On peut parler, rire, échanger, partager certains moments, mais il manque quelque chose d'essentiel. La profondeur, la réciprocité émotionnelle, la compréhension, l'intérêt sincère, la capacité d'accueil. C'est une distance émotionnelle qui laisse parfois cette impression « je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas vraiment moi-même avec cette personne ». Parfois on ne sait même pas pourquoi. Alors que se passe-t-il concrètement? Vous ne partagez pas ce qui compte vraiment. Vous gardez pour vous vos doutes, vos joies profondes, vos peurs. Vous sentez que l'autre ne comprendrait pas ou que cela créerait une gêne. Vous maintenez le lien par convenance sociale, familiale, par habitude, par gentillesse ou simplement faute de mieux. Car on ne trouve pas toujours un environnement relationnel aligné avec nos besoins. Alors il faut parfois apprendre à gérer cet entre-deux qui nous entoure sans se détruire intérieurement. La première chose qui aide, c'est de reconnaître la nature réelle du lien. Beaucoup de souffrance vient du fait que l'on continue à attribuer à la relation une richesse qu'elle n'a pas réellement. On projette un potentiel, une promesse implicite. Mais un lien doit être regardé à partir de ce qu'il donne concrètement et non pas à partir de ce que l'on espère secrètement recevoir un jour. Car toutes les relations n'ont pas la même capacité relationnelle. Certaines offrent de la convivialité, mais peu de profondeur. D'autres apportent une présence physique, mais très peu d'écoute émotionnelle. Certaines sont chaleureuses à petite dose, mais deviennent épuisantes dans une plus grande proximité. Et plus on attend d'un lien limité qu'il nous rejoigne dans ce qui est important pour nous, plus on risque de s'épuiser intérieurement. On reste tendu vers quelque chose qui n'arrive jamais vraiment. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a absence d'attachement ou mauvaise intention. Parfois, les deux personnes ne vivent simplement pas la relation avec le même niveau de profondeur émotionnelle, de disponibilité intérieure ou d'attente relationnelle. Si vous vivez cet entre-deux relationnel, vous le ressentez certainement déjà, mais il est précieux d'y mettre des mots
pour mieux clarifier vos attentes et ce que le lien peut ou ne peut pas vous offrir. Commençons donc par regarder lucidement la relation telle qu'elle est réellement vécue et non telle qu'on espère la vivre. Posez-vous ces questions. Pourquoi je maintiens cette relation? Est-ce pour combler un vide ou par envie d'être avec cette personne? Comment je me sens quand je suis en sa compagnie? Suis-je apaisé, vivant, curieux ou bien ennuyé, fatigué, vide, sur mes gardes? Est-ce que j'aime ce que je suis quand je suis avec lui ou avec elle? Est-ce que je me sens libre, fier, aligné ou bien je me contracte, je m'efface, je me trahis? Puis-je être pleinement et librement moi-même en sa présence ou plutôt limité? Si les réponses penchent du côté de l'épuisement, de l'attente ou de l'usure, il est temps d'envisager une clarification de vos besoins insatisfaits, puis de décider en conscience de ce que vous souhaitez faire de cette relation. Car une relation vivante ne se mesure pas à sa durée, elle se mesure à ce qu'elle produit en vous. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Est-ce de l'attention, de la profondeur, de la réciprocité ou de la complicité? Nommer le besoin, c'est déjà commencer à le reconnaître. Mais reconnaître ce manque ne suffit pas toujours. Il faut aussi se demander si la relation est réellement capable d'offrir ce que nous attendons d'elle. C'est là que naît la frustration relationnelle, lorsque nos attentes restent plus grandes que la capacité réelle du lien. Ajuster ses attentes ne signifie pas renoncer à ses besoins. Cela signifie arrêter de demander à certaines relations ce qu'elles ne peuvent concrètement pas offrir. Maintenant que nous avons posé le cadre, une question émerge. Que faire de ce que l'on ressent? Nous serons peut-être tentés de savoir comment l'autre vit la relation de son côté. Mais il est parfois difficile de vérifier si ce même décalage est ressenti chez l'autre. Imaginez un instant lui poser la question « Est-ce que toi aussi tu sens qu'il y a un écart ?» et que l'autre dise « Non ». Alors on se retrouve seul avec son malaise, sans possibilité de l'ignorer. Que faire alors? Toutes les relations ne sont pas des espaces de transparence absolue, et chercher à tout verbaliser peut parfois être contre-productif. On ne dit pas par exemple « je me sens mal à l'aise avec toi », parce que certains malaises ne peuvent pas être résolus dans la relation elle-même. En parler ne ferait parfois qu'ajouter de la douleur ou de l'incompréhension. Alors on choisit parfois le silence, non par lâcheté mais par discernement. Parfois le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité, savoir ce qui peut être partagé et ce qui doit être gardé pour soi ou travaillé ailleurs. Mais attention, se taire par peur, par habitude, par résignation, ce n'est plus du discernement, c'est de l'auto-effacement. La clé, c'est donc de savoir distinguer le silence qui protège du silence qui enferme. Ainsi, une question devient centrale. Quand parler et quand se taire? La réponse n'est pas universelle. Elle dépend de plusieurs choses. De ce que vous attendez de ce lien, de ce que l'autre peut donner et de ce que vous êtes prêt à affronter. On parle quand le silence nous empêche de vivre, quand on sent que l'autre pourrait entendre et qu'il y a une possibilité d'amélioration, quand on est prêt à assumer la réponse, quelle qu'elle soit. Dans ce cas précis, il est plus facile de dire « je ressens cela, je ne sais pas si tu vis la même chose, mais j'aimerais qu'on en parle. » Exprimez votre besoin et ce que vous aimeriez vivre dans la relation, sans faire porter à l'autre
la responsabilité de ce que vous vivez. Mais quand on sait que l'autre ne changera pas, quand la parole risquerait de faire mal, alors il vaut mieux repenser la relation. Qu'est-ce que le lien vous apporte concrètement de bon? Quand ce lien continue malgré tout à vous apporter certaines choses bénéfiques, il n'est pas toujours utile d'en parler. Mieux vaut alors réduire la fréquence des échanges, les garder superficiels, courtois et maintenir une distance bien maîtrisée. Ne plus chercher la profondeur là où elle n'existe pas. Cette logique de distance régulée peut fonctionner dans certains liens familiaux ou amicaux. En revanche, dans le couple, vivre durablement côte à côte sans véritable rencontre intérieure finit souvent par créer une solitude particulièrement douloureuse, puis un désengagement ou une vie parallèle. Car le couple n'est pas seulement une présence relationnelle, il suppose aussi une forme de lien émotionnel vivant. Certaines relations restent vivables uniquement lorsqu'on respecte une certaine frontière invisible. Dans certains liens, notamment familiaux, prendre de la distance ne signifie pas forcément rompre la relation. Pas besoin de couper les liens du sang à cause des limites du lien. Il devient parfois plus sage de préserver une coexistence relationnelle simple. Choisir des sujets plus neutres, éviter certaines discussions sensibles, maintenir une proximité mesurée. Cela évite de transformer les échanges en zones de tension, de frustration ou d'usure émotionnelle. Concrètement, quand on sent qu'une conversation devient vide, répétitive, superficielle ou intérieurement épuisante, il n'est pas toujours nécessaire de prolonger l'échange. Toutes les discussions n'ont pas besoin d'être étirées artificiellement pour maintenir le lien. Parfois, savoir s'arrêter protège davantage la relation que forcer une proximité qui n'existe pas naturellement. Et paradoxalement, accepter une certaine superficialité peut parfois devenir plus apaisant que de chercher une profondeur impossible avec certaines personnes. La superficialité évite de transformer chaque interaction en rappel douloureux du manque relationnel. L'autre point important, c'est la distance intérieure. Pas forcément une coupure relationnelle, mais une forme de désengagement émotionnel partiel. Cesser d'investir la relation comme un espace censé réparer tous nos manques relationnels. Ne plus vivre chaque interaction comme un test de reconnaissance ou de validation existentielle. Un lien peut parfois rester relativement stable tant qu'il occupe une place limitée dans notre vie, mais devenir épuisant lorsqu'on cherche davantage de proximité, de profondeur ou de disponibilité émotionnelle qui ne peut réellement offrir. Parfois, la paix vient davantage d'une distance mesurée que d'un rapprochement forcé. Cette distance permet souvent de retrouver une forme de stabilité intérieure, même dans des relations imparfaites, parce qu'on cesse de lutter contre leur nature réelle. Finalement, gérer un entre-deux relationnel, ce n'est pas apprendre à se satisfaire du vide. C'est apprendre à voir clairement ce qui existe réellement dans le lien, à ajuster son niveau d'attente, à protéger son énergie relationnelle et à ne plus confondre présence relationnelle et profondeur relationnelle. La maturité relationnelle ne consiste pas toujours à juger si cette relation est toxique ou non. Certaines relations ne sont pas toxiques par nature. Elles le deviennent lorsqu'il n'existe plus de juste distance. La qualité d'un lien dépend aussi de la manière dont on l'investit. La fréquence,
le niveau d'attente, la proximité émotionnelle qu'on essaie d'y installer. Cessons donc de regarder la relation à travers le manque ou l'attente et commençons à regarder ce qu'elle est réellement. Car en réalité, certaines relations deviennent douloureuses uniquement quand on tente de les transformer en quelque chose qu'elles ne peuvent pas apporter. À bonne distance, elles restent supportables. À mauvaise distance, elles deviennent destructrices. Cette notion de distance régulée change profondément notre manière de comprendre les liens humains, car elle nous sort du fantasme selon lequel toute relation devrait fonctionner avec le même degré de profondeur. Certaines relations ont besoin d'espace pour rester viables, d'autres ne peuvent exister sainement que dans un cadre léger, ponctuel ou limité. Toutes les relations ne peuvent pas nous rejoindre profondément. Alors, souvenez-vous, voir clairement ce qu'une relation peut offrir, respecter ses limites, ajuster la distance. Parfois, préserver sa paix intérieure commence simplement par accepter la vraie nature d'un lien. Alors, prenez bien soin de vous et de la manière dont vous habitez vos liens.